Jean-Pierre Mercier, toi, tu es salarié. Oui, je suis salarié au groupe PSA, je travaille à l'usine de Poissy et je suis militant CGT. Alors, en tant que militant CGT, il y a plusieurs luttes auxquelles tu as participé déjà par le passé. Oui, j'ai travaillé pendant 18 ans à l'usine de PSA à Aulnay-sous-Bois, où j'ai connu notamment deux grandes grèves et surtout une troisième pendant 4 mois contre la fermeture de l'usine de PSA à Aulnay en 2013. Malheureusement, on n'a pas réussi à empêcher la famille Peugeot de fermer cette usine. Mais on a gagné quand même des droits supplémentaires pour les salariés qui désiraient quitter le groupe ou qui désiraient se faire muter à l'intérieur du groupe. Et puis en 2014, moi j'ai choisi la mutation interne et j'ai atterri dans l'usine de PSA Poissy, dans laquelle je travaille depuis 2014. Depuis ce temps-là, est-ce qu'il y a toujours une tension dans les sociétés? Est-ce que toi, tu sens une tension dans ces sociétés en tant que salarié? En temps normal, oui, c'est l'automobile, c'est des usines qui sont très dures avec un patronat qui fait aucun cadeau. C'est la politique générale de l'entreprise, c'est de supprimer de plus en plus régulièrement des emplois, alors sous forme de départ volontaire ou de pré-retraite non remplacée. Du coup, on assiste à une explosion de l'intérim, à une baisse brutale du nombre de CDI, des dégradations des conditions de travail, et tout ça pour avoir une production de voitures qui ne cesse d'augmenter. Alors au final, les caisses sont pleines, c'est des milliards de bénéfices qui s'additionnent, qui s'accumulent, mais des salaires qui restent au plancher, des droits collectifs qui sont régulièrement attaqués, et c'est des situations qui sont inacceptables, contre lesquelles on essaye d'agir collectivement, mais c'est pas facile. Dans ce contexte-là, il y a eu la fameuse réforme des retraites tout récemment au mois de décembre, pardon. Il y a eu beaucoup de mobilisation. Et juste Oui. après, quelque part, hein, quelques mois après, arrive cette crise du Covid-19, donc nommée coronavirus chinois, qui a démarré à Wuhan, en Chine. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, comment toi tu as vécu en tant que salarié l'annonce du confinement? On a vécu l'annonce, tout d'abord l'annonce de la fermeture de l'usine et puis la fermeture des usines du groupe PSA en France avec soulagement. C'était le lundi 16 mars à midi. On a fermé en fait, nous à Poissy, on a fermé le lendemain. Pour nous c'était un énorme soulagement parce qu'on se voyait pas continuer à travailler dans ces conditions-là. Le soir même, le lundi 16 mars au soir, Macron a annoncé le confinement. Oui, c'était quelque chose d'attendu, de logique, mais beaucoup disaient déjà à l'usine et moi aussi que cette mesure venait déjà trop tard dans la crise sanitaire au regard de ce qui s'était déjà passé en Chine et surtout en Italie. Oui, c'est une grave crise en Italie. Petit à petit, en Espagne, ça arrive aussi. Alors, je vais aussi te demander, as-tu la sensation que l'entreprise, justement PSA Peugeot, dans laquelle tu travailles, avait conscience de la situation? Est-ce que pour toi, ils ont pris suffisamment tôt conscience de la situation et suffisamment vite les mesures nécessaires? Alors moi, je suis convaincu qu'ils étaient conscients de la gravité de la situation, parce que c'est un grand groupe industriel, c'est derrière la famille Peugeot, ce sont des personnes extrêmement puissantes. Ils avaient conscience de la gravité de la crise sanitaire, mais ils ont fait le choix de pousser l'activité, les productions dans leurs usines le plus longtemps possible. Quand cette crise est arrivée, on avait un certain nombre de salariés qui habitaient les neuf fameuses villes de l'Oise, autour de Creil, Clermont, Beauvais, etc. La direction avait déjà mis quelques jours de retard pour les renvoyer chez eux en confinement d'une manière préventive, ce qui était bien pris par les salariés eux-mêmes et le reste de l'usine. Mais déjà, c'était pris une décision trop tardive, et deux, toutes les mesures, il y a eu tout un catalogue d'annonces de mesures de santé
qui étaient que des promesses, qui étaient que un effet d'annonce, un coup de com'. C'était une multiplication du gel hydroalcoolique, c'était on va permettre les salariés de se laver plus souvent les mains, etc. Et c'était pas du tout transformé en acte. L'augmentation de la fréquence des nettoyages des sanitaires, ça n'a pas eu lieu. En discutant avec les salariés d'entreprises sous-traitantes, ils nous racontaient qu'ils n'avaient pas eu d'effectifs supplémentaires, ils pouvaient pas faire plus. Et déjà, en temps normal, les sanitaires sont dans un état déplorable. Les salles de pause où les salariés se restaurent, c'est pareil. Et on n'avait vu aucune évolution positive à ce niveau-là. Donc là-dessus, il y a eu en plus l'exemple de PSA Mulhouse, une grosse usine de 6000 personnes qui a été dans l'œil du cyclone et qui l'est d'ailleurs toujours. Et là, on a eu un premier cas de salarié qui a contracté le virus. Ils ont continué à faire tourner l'usine. Ils ont même menti aux représentants du personnel en cachant les chiffres, en ne voulant pas dire où est-ce que le salarié en question travaillait, dans quelle équipe, où est-ce qu'il changeait dans le vestiaire. Ils voulaient pas faire une enquête détaillée pour savoir repérer les salariés qui avaient été mis en contact régulièrement avec lui. Bref, tout était fait pour minimiser la situation, le drame, et continuer à produire. Voilà, ils ont poussé leur appareil de production le plus longtemps possible, et ça, c'est irresponsable de la part d'une entreprise aussi grande que PSA, qui rassemble dans chacune de ses usines plusieurs centaines ou plusieurs milliers de salariés. Voilà, nous on est monté au créneau, on a hurlé, mais ça a été des salariés sont mis en droit de retrait, ils ont été menacés de licenciement. Ça a été très très compliqué. C'est pour ça que l'annonce de la fermeture des usines, ça a été un soulagement pour tout le monde. Alors, quand on t'entend, effectivement, on entend quand même une situation qui est quand même extrêmement grave. La recherche du patient zéro, c'est ce on entend souvent parler sur ces affaires d'épidémie. C'est juste une enquête parfois extrêmement longue, mais vitale pour justement savoir qui a été en contact et qui peut potentiellement, effectivement, être touché par le virus en question. Là, on parle finalement d'une obstruction. Ça veut dire que certains membres des équipes, certains responsables prennent la décision de faire en sorte que l'on ne puisse pas savoir qui a contracté le virus en question, qui a pu être en contact avec lui. Ça peut être extrêmement grave. Bien sûr, bien sûr. Et on a alerté l'inspection du travail, on a alerté les médias, on a essayé de retourner les tables. Rien n'y a fait. La production a continué à Mulhouse encore une semaine complète jusqu'à mercredi dernier. Et ça, oui, c'est quelque chose de complètement irresponsable. C'est une politique très consciente. Ils jouent avec la vie des salariés, non seulement des salariés, de leur famille et du reste de la population. Faut imaginer que l'usine de PSA Mulhouse, c'est 6000 personnes. 6000 personnes qui, à Mulhouse, le confinement avait déjà démarré, les écoles étaient fermées, etc. Mais il n'empêche que c'est concentrer tellement de salariés, parce qu'on travaille les uns sur les autres. Il n'y a pas les gestes barrières ne peuvent pas exister dans une usine de production automobile. C'est impossible. Sur les chaînes de production, on est face à face, on est côte à côte. On travaille les uns sur les autres, on se change ensemble, on mange ensemble. On peut pas individualiser le travail, c'est impossible. Donc à Mulhouse, le virus, la propagation du virus, elle a explosé suite à un rassemblement religieux de plusieurs centaines de personnes. Chaque usine, et encore aujourd'hui, chaque entreprise qui n'est pas vitale à l'activité de la société, qui reste ouverte, ce sont autant de rassemblements religieux comme ça a été le cas à Mulhouse. Voilà. Et ça, c'est aussi irresponsable, voire criminel de laisser continuer ça. Oui, parce que les Italiens, on le sait, eux, ont finalement décidé de suspendre toute activité qui n'est pas liée directement à tout ce qui est vital au pays, suite justement à l'arrivée des Chinois qui leur ont expliqué que leur gestion de la crise était catastrophique et qu'il fallait réellement bloquer le pays pour pouvoir permettre d'endiguer le problème. Comment, face à cette situation, qualifierais-tu la gestion de la crise par le gouvernement ?
calamiteuse, calamiteuse. Tout d'abord, ils nous ont menti. Les aveux d'Agnès Buzyn dans le quotidien Le Monde sont extrêmement clairs. Ils étaient au courant. Les ministres, le président de la République étaient au courant qu'on allait avoir à subir un tsunami sanitaire. Ce sont les termes d'Agnès Buzyn. C'est pas rien, un tsunami sanitaire. Et quand on voit comment les Chinois ont assez rapidement confiné, mis sous cloche toute une ville avec des millions et des millions de personnes, où on a quand même le sentiment qu'ils sont en passe de vaincre, de gagner la bataille contre le virus. Quand on voit en Italie le retard que ça a pris, où est-ce qu'ils en sont au niveau humanitaire, c'est catastrophique. Et nous, en France, on a non seulement pris du retard sur les Chinois, mais on a pris du retard sur les Italiens. C'est-à-dire que nos gouvernants moi, je pense qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils sont conseillés par des scientifiques, par des chercheurs, par des médecins, les meilleurs qu'il y a en France, et ils sont unanimes. Ça transpire dans les médias régulièrement. Eux, ils demandent depuis longtemps un confinement total, c'est-à-dire la fermeture de toutes les entreprises qui sont pas vitales au fonctionnement de la société. Ça, c'est toujours pas d'actualité. Donc c'est irresponsable, c'est criminel, parce que ils ont au-dessus d'eux les grandes entreprises du CAC 40 qui veulent pas que ça s'arrête, qui veulent que l'activité économique continue, parce que il y a le profit, parce que ils ont une banque à la place du cerveau, et ils réfléchissent avec leur compte en banque, leur coffre-fort. Ils réfléchissent pas en fonction de l'intérêt général de la population. C'est catastrophique, c'est catastrophique. Là, chronologiquement, on est face à une situation un peu chaotique ces dernières semaines. On a entendu fermer les restaurants, les salles de spectacle, les salles de cinéma, maintenir les élections malgré tout, dont plusieurs assesseurs, on le sait aujourd'hui, se retrouvent infectés. Puis confinement. Et le gouvernement demande aux Français d'aller finalement travailler, mais il faut quand même rester chez soi. Est-ce que toi, tu soutiens l'action des médecins qui ont décidé de porter plainte contre l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn et contre le Premier ministre Édouard Philippe? Ah, mais à 300%. À 3%, c'est une des actions qu'il faut faire contre ce gouvernement, à la fois pour dénoncer ce scandale et puis pour essayer de lui mettre la pression. Il y a la voie juridique, la voie judiciaire. Il faut la prendre, il faut l'utiliser. Et je soutiens aussi toutes les mobilisations de salariés qui soit utilisent collectivement leur droit de retrait pour faire pression sur leur direction, sur leur employeur, pour qu'ils cessent enfin l'activité et que les salariés puissent rester chez eux confinés. Et puis il y a aussi des salariés qui utilisent leur droit de grève directement. On a vu au chantier de Saint-Nazaire quel est l'intérêt aujourd'hui, quelle est l'urgence de fabriquer des paquebots de luxe aujourd'hui en France au chantier de Saint-Nazaire, qui rassemble près de 10 000 salariés. On est en train de marcher sur la tête. Alors, Emmanuel Macron disait que on était en guerre, on était en temps de guerre contre le virus. Oui, moi je partage cette idée. Mais comme toujours, en temps de guerre, il y a ceux qui sont au front, en première ligne, c'est-à-dire les salariés, les infirmières, les ouvriers, les employés. Et puis il y a ceux qui sont planqués à l'arrière, bien au chaud, tranquillement, eux particulièrement confinés, ils ne prennent aucun risque. Ce sont les actionnaires du CAC 40, ce sont tous ces milliardaires, tous ces riches qui demandent à ce que la société, l'économie, leur entreprise, qui sont pas vitales, continuent à tourner pour leur profit, pour leurs intérêts. Ils font ça en jouant avec la peau des salariés. Et ça, c'est inacceptable. On voit bien que là, il y a deux camps dans la société qui s'affrontent. Et il faut que les salariés, aidés par les avocats, les médecins, les syndicats de médecins, etc., par toutes les actions qu'on puisse faire, il faut qu'on se rassemble, qu'on se mette ensemble pour imposer de défendre notre droit à la vie. Parce que là, il s'agit de droit à la vie. Concrètement, justement par rapport à ça, quels sont les métiers éventuellement dont tu aurais aidé et sous quelles conditions ils peuvent appliquer le droit de retrait? On voit beaucoup de policiers, on voit beaucoup de pompiers aussi qui sont envoyés au front, qui sont volontaires parfois, des sapeurs-pompiers volontaires, qui sont envoyés au front sans gants, sans forcément avoir des masques appropriés.
Après, il y a d'autres professions. On va penser aussi aux caissières. On va penser à toutes celles et ceux qui continuent de travailler, hein. Les ouvriers du quotidien, malgré tout, les postiers également. Voilà, autant de métiers qui peuvent être potentiellement en contact, lesquels éventuellement peuvent utiliser le droit de retrait. Alors, tout d'abord, c'est principalement les salariés du service public. Tous les métiers là qu'on cite, qui sont indispensables au fonctionnement de la société, y compris les éboueurs. Enfin voilà, ce sont ceux-là même qui se faisaient insulter il y a pas si longtemps, qui se battaient contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Ils étaient traités de privilégiés, de feignants, etc. Alors qu'on se rend compte que sans eux, mais il n'y a plus rien qui fonctionnerait et on ne pourrait pas appliquer le confinement pour le reste de la population. Oui, il y a des activités qui sont indispensables, qui sont nécessaires. Malgré tout, moi je suis pour que ces salariés du service public doivent utiliser leur droit de retrait parce que leur vie est en danger. Et c'est là où il faudrait une mobilisation générale pour imposer. Enfin, c'est quand même l'incurie dans ce pays où des grenades de désencerclement, des LBD sont produits en quantité suffisante pour les forces de police, mais où les masques, les blouses, les appareils respiratoires, il y a une pénurie en France qui est la 5e, 6e puissance mondiale. Mais c'est impressionnant. Donc là, il y a des entreprises qui ont des stocks de masques qui ne les livrent pas. Moi, je vois PSA. PSA, ils ont fait une opération de com pour donner 130 000 masques aux hôpitaux. Bon, très bien, mais ils en gardent un certain nombre. Parce qu'il y a leur site de PSA à Vesoul, où il y a 1500 salariés qui sont encore obligés de travailler pour envoyer des pièces détachées de voitures, comme si c'était urgent et indispensable aujourd'hui. Et ils travaillent avec 2 masques par jour. Moi, j'ai calculé, ça fait 20 000 masques qui sont utilisés dans une activité qui n'est pas indispensable. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Alors oui, là, on voit des personnels soignants qui sont en train de mourir. Et ça c'est inacceptable. Mais protéger les personnels soignants, ça voudrait dire d'abord et avant tout mettre en place un confinement total à la chinoise. C'est ça qui les sauverait, parce que ça désengorgerait les hôpitaux et ils pourraient se protéger quand même. Maintenant, c'est certain que voilà, face au danger de mort, on peut que justifier un droit de retrait. À partir du moment effectivement où les produits adéquats, on parle effectivement du gel hydroalcoolique, on parle des gants, on parle du masque, ne sont pas fournis au personnel, il faut à ce moment-là ne pas hésiter à utiliser son droit de retrait pour éviter, pour soi, mais pas uniquement pour soi, hein, parce qu'il faut quand même le rappeler, les autres autour de nous peuvent être touchés, c'est transmissible. Alors, bien sûr. Par rapport à tout ça, comment réagis-tu aussi à l'annonce des primes dédiées au personnel des supermarchés exposés? Une prime exceptionnelle de 1 000 € qui est donnée comme ça pendant juste un mois. Est-ce que c'est équivalent? C'est ce que j'entendais ce matin, hein, sur certaines interviews. Est-ce que c'est équivalent au risque qu'ils prennent? Non, la vie n'a pas de prix. D'abord, la vie n'a pas de prix. Les PDG de Carrefour et de Auchan ont annoncé le versement de cette prime, parce que ils sont quand même sous la pression des salariés, sous la pression des syndicats. Ils ont très peur que les salariés soit se mettent en grève, soit utilisent collectivement leur droit de retrait. Enfin bref, fassent une action collective. Ça, ils en ont peur, ils en ont la trouille, les patrons. Et ils ont, pour tenter de calmer le jeu, ils ont annoncé cette fermeture, ce versement de cette prime. Moi, quand on va faire ses courses à Auchan ou à Carrefour, ce qui met en rage, c'est que tous les rayons non alimentaires sont encore ouverts, qui sont pas indispensables. Aujourd'hui, c'est pas indispensable d'aller acheter un frigidaire. C'est pas indispensable d'aller acheter une télé grand écran. Aujourd'hui, on est en guerre, une guerre dure, qui peut nous faire très mal. Il faudrait d'abord dans tous ces magasins fermer, neutraliser tous ces rayons non alimentaires et ne garder ouverts que les rayons alimentaires. Ça permettrait de faire tourner le personnel, qui soit pas exposé constamment au
au risque de propagation du virus. Déjà, ça serait une première mesure logique de bon sens. Maintenant, c'est sûr que 1 000 euros, la vie n'a pas de prix. Oui, donc quelque part, essayer de centraliser un peu l'essentiel avant tout, c'est peut-être ce qu'auraient dû faire les grandes surfaces. Bien Ça aurait sûr. été un réaménagement des sites pour permettre aux gens de venir, mais vraiment pour l'essentiel. Quelles seraient tes conclusions suite notamment à toute cette mobilisation en décembre par rapport à l'utilisation en février du 49.3, mais aussi de manière générale à la réforme des retraites? Quelle est ta conclusion face à cette crise du coronavirus, face à un hôpital qui est fragilisé par des années d'abandon? On le voit aujourd'hui, hein, 3 médecins sont décédés, des infirmières. Les pouvoirs successifs ont-ils eu totalement conscience de leurs responsabilités? Ils ont eu conscience de leurs responsabilités face à la politique qu'ils ont choisie, qu'ils ont décidé volontairement. Il est certain que le service public de santé a été sacrifié. Mais aussi les EHPAD ont été sacrifiés. C'est un autre pan aussi de la santé où ça fait des mois et des mois que les salariés se mobilisent parce qu'il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez de moyens, voilà, ça part en vrille. Et là, on s'attend à une véritable hécatombe dans les EHPAD. On voit bien aussi que les hôpitaux ont été sacrifiés sur l'autel du profit des actionnaires du CAC 40, en diminuant, en attaquant les budgets de la santé et les budgets des services publics en général. C'était pour faire des économies, pour pouvoir financer le CICE, 40 milliards par an, financer la suppression de l'ISF, la suppression de tous les impôts pour les plus riches. Il faut bien trouver l'argent quelque part. Et donc, ils l'ont trouvé. Les différents gouvernements, ça fait 20 ans, ils les ont trouvés dans les budgets des services publics, c'est-à-dire des services qui sont vitaux, utiles, indispensables pour l'ensemble de la population, pour l'écrasante majorité de la population. C'est une politique criminelle dont on va faire les frais aujourd'hui. Ceux qui vont faire les frais, ça va être encore les travailleurs, les chômeurs, les retraités, les SDF, les populations fragiles. Et ça, c'est là aussi, on est dans une guerre, une guerre des riches contre les pauvres. Et ça, on est en train aujourd'hui d'en payer les conséquences. Il faudra, une fois qu'on aura contrôlé le virus, la propagation du virus, et on sera venu à bout, il faudra non seulement qu'on fasse les comptes, mais qu'on demande des comptes. Qu'on demande des comptes au CAC 40, aux actionnaires du CAC 40, aux différents gouvernements, parce que voilà, ils ont joué avec notre vie et on est en train de crever. Et moi je dis que les actionnaires du CAC 40 ont du sang sur les mains. Ils ont du sang sur les mains. On l'a vu hier justement, Emmanuel Macron était parti visiter un lieu qui avait été réquisitionné pour les SDF. Est-ce que, au-delà de la guerre face au virus, c'est une guerre d'image? Bien sûr, là, il sait de toute façon que dans la population ne lui fait plus confiance. Notamment avec les mensonges, l'aveu d'Agnès Buzyn, ce que je disais au début. Non seulement la population lui fait pas confiance, mais en plus les salariés, les travailleurs, ils voient bien que on leur demande de rester chez eux, et il y a un double discours du gouvernement, de rester chez eux, mais il faut quand même aller travailler. Il faut quand même aller travailler. Ça, c'est quelque chose qui passe pas dans la population. Donc Emmanuel Macron a quand même tout intérêt, avec une politique de com la plus intelligente possible, s'il en est capable, de pouvoir défendre son image, de pouvoir défendre l'image du gouvernement. Mais moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, personne n'est dupe. Personne n'est dupe, parce que quand vous êtes un salarié et que on vous oblige à aller travailler pour une activité qui n'est pas indispensable, là, c'est de votre chair que vous le payez. Vous le vivez ça tous les jours. Donc, toute la politique de com, aussi bonne soit-elle, elle ne pourra pas remplacer le vécu des travailleurs aujourd'hui. Ça, c'est l'essentiel effectivement de notre rendez-vous d'aujourd'hui. C'est important d'avoir justement cette pensée pour
tous les travailleurs et toutes les travailleuses qui sont sur le terrain actuellement, qui risquent leur vie, puisqu'on peut dire ça comme ça aujourd'hui. Sortir, c'est quand même s'exposer à un virus potentiellement mortel. Alors, c'est pas forcément mortel pour tout le monde, mais certains peuvent le contracter et finir par en mourir. On l'a vu du côté de Nice, un jeune de 28 ans, à la suite d'une opération, effectivement, il a contracté, on ne sait pas encore comment, mais il a contracté le Covid-19, il en est mort. C'est quand même 28 ans, c'est très jeune. Donc ça veut dire qu'il y a, comme tu le disais, hein, dans les EHPAD, oui, il y a eu plusieurs décès. Il y a des EHPAD qui ont enregistré près de 10 à 11 décès. C'est quand même assez impressionnant. Toi, qu'est-ce que tu as envie de dire aux Français aujourd'hui, à tous les Français? Moi, hier, j'étais en train de discuter avec un créateur qui avait abandonné justement sa collection pour réaliser des masques. Pour principalement, au début, c'était la postière, ensuite c'était... Voilà, pour rendre service. Est-ce que tu penses que chacun peut faire une petite chose, chacun chez soi, déjà en restant chez soi? Bien sûr que moi, ce qui me frappe dans cette crise, c'est que tous ceux qui ne sont que travailleurs, qui sont que salariés, eh bien, ils sont bien sûr qu'il y a des gens encore inconscients qui n'ont pas pris conscience de la gravité de la situation. Mais collectivement, les travailleurs, les salariés, on voit ceux des hôpitaux, mais pas que. Moi, je vois autour de moi, chez mes voisins, ma famille. Oui, il y a une prise de conscience que là, il faut qu'on fasse corps, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on soit unis. Il y a à 20h, moi je vois à 20h là, moi je suis aussi à ma fenêtre, j'ai posé une banderole, voilà, pour défendre pour demander des milliards à l'hôpital et pas pour le patronat, parce que il faut aussi que cette manifestation à 20h, que ces manifestations à 20h, elles prennent un caractère politique contre le gouvernement et contre le patronat. Voilà, ça il faut pas qu'on se taise. On est confiné chez nous, mais il faut pas que dans notre tête on soit confiné. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on prenne conscience, qu'on regarde, qu'on observe, et on se rend bien compte, les travailleurs se rendent bien compte que là-dedans il y a deux camps vraiment qui s'affrontent. Et quand on regarde les dernières décisions du gouvernement face au droit du travail, c'est une attaque en règle contre le droit du travail. C'est-à-dire que la guerre contre le virus sert de prétexte pour que le gouvernement et les patrons partent en guerre contre les droits collectifs des travailleurs. Et ça, on va payer. Ils vont vouloir nous faire payer d'une manière ou d'une autre cette crise sanitaire, cette crise économique, 345 milliards mis sur la table par Emmanuel Macron, qui vont aller principalement aux très très grosses entreprises du CAC 40. Nous, les salariés, on va pas en voir un seul euro. Par contre, on va nous demander de les rembourser dans quelques mois. Ils nous refont le coup de 2008, de krach boursier de 2008. Eh bien, il va falloir qu'on refuse, qu'on prenne conscience que là, on a vraiment des intérêts qui sont complètement opposés. Il y a les gros, les CAC 40, les milliardaires. Ils sont où les Bernard Arnault, les Pinault, quand ils ont mis des centaines de millions lors de l'embrasement de Notre-Dame de Paris? Ils sont où là? Elle est où la générosité financière des milliardaires? On la voit pas. Donc là, il faut que on prenne conscience qu'il y a deux camps dans cette société et que pour sauver notre peau, il va falloir que nous, les travailleurs, on se rassemble, qu'on prenne conscience et qu'on se mobilise. Une fois cette crise sanitaire passée, il va falloir qu'on descende dans la rue, il va falloir qu'on revendique, il va falloir qu'on défende notre droit à la vie et notre peau. C'est la seule solution que je vois dans cette société aujourd'hui. Alors, je vais rebondir à ce que tu dis parce que juste avant, j'ai discuté avec Jade qui est en Guadeloupe, qui vit en Guadeloupe et qui me donnait des nouvelles de ce qui se passe là-bas. Elle m'a expliqué que la préfecture disait aux gens, aux travailleurs guadeloupéens, ceux qui ont des petites entreprises, les petits auto-entrepreneurs, qu'il faudrait plus s'orienter vers les prêts à la banque que vers des aides potentielles de l'État. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois arriver de plus en plus? Moi, ce que je sais, c'est que les petits, chez les patrons, les petits patrons, les auto-entrepreneurs, les artisans, les commerçants, c'est eux qui vont morfler. C'est eux qui vont payer. Il y en a un certain nombre qui vont crever, ça c'est certain. Les gros, ils vont s'en sortir. Les multinationales industrielles, financières, bancaires,
de la pharmacie, de la chimie, de l'industrie automobile, du bâtiment, etc., ils vont s'en sortir. Parce que eux, ils sont dans les couloirs de l'Assemblée nationale, ils sont dans les couloirs du ministère, ils sont dans les banques. Tout ça, c'est ce même monde qui se fréquente, qui défendent son intérêt. Et pour eux, ils vont bénéficier des aides, les grands, les gros, au détriment des petits, à la fois des petits patrons et aussi de l'ensemble de la population. Alors après, est-ce qu'il faut des aides ou est-ce qu'il faut des prêts? Ça, j'ai pas d'avis. Ce que je sais, c'est que les petits vont crever. Ça, j'en suis convaincu. En tout cas, c'est ceux qui sont à l'heure actuelle les plus en danger au vu de la situation, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit ici en France métropolitaine, dans l'Hexagone. Merci beaucoup Jean-Pierre Mercier pour cette interview qui me permet de proposer justement ta vision de la situation à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Non, je crois que j'ai fait le tour. Non, merci de me donner la possibilité de m'exprimer parce que là, dans les médias, il y a aucune voix syndicale, aucune voix même politique qui va à l'encontre qui dit pas la vérité, quoi. Moi, c'est ça, j'enrage, j'hurle quand j'entends Édouard Philippe qui fait la morale aux Français, qui nous reproche de pas être assez responsable, pas assez discipliné, mais Pénicaud, le ministre du Travail, qui nous demande d'aller travailler et d'assurer l'économie, le fonctionnement de l'économie dans des entreprises qui sont pas vitales. Bon bah là, voilà, moi j'hurle. Voilà, il y a aucune caméra de BFM qui va dans des entreprises à Dassault ou à Airbus où ils fabriquent des moteurs d'avion. Il y a les policiers, ok, ils font des PV de 135 €, mais c'est dans les entreprises, c'est chez les patrons qu'il faudrait mettre les amendes. C'est leur dire, mais vous êtes en train de mettre en danger non seulement vos salariés, mais l'ensemble de la société. Voilà, et ça, moi, j'enrage à chaque 20 heures. Mais c'est compliqué de réagir quand on est confiné. Merci de m'avoir donné la parole. C'est normal et ça permet effectivement d'avoir une vision un petit peu plus globale de la situation, d'avoir des interviews, différents intervenants qui nous expliquent concrètement comment ils ont vécu le début de cette crise jusqu'à maintenant, et puis comment effectivement tu expliques que certaines usines sont encore en fonction, pourtant ils utilisent des masques qui pourraient être vitaux pour les hôpitaux à l'heure actuelle au vu de l'urgence sanitaire. Voilà, autant d'éléments qui sont essentiels.